Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors aujourd'hui la vidéo est consacrée au suivi du portefeuille compte titres ordinaire. C'est la saison 2, l'épisode 3. Nous sommes le 15 novembre. Alors donc on va regarder en fait ce qui s'est passé sur le portefeuille sur la période du 15 octobre au 15 novembre. Donc ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'on a profité de la hausse des indices sur cette période, même très fortement, puisque le portefeuille n'est pas très loin des 20 000 euros, avec pratiquement 4 000 euros de plus-value cumulée. Je vais faire un focus sur la partie technologie qui représente aujourd'hui le plus gros morceau de mon portefeuille avec 21%. C'est néanmoins un portefeuille équilibré, 21% de technologie, 21% donc de REITs, c'est-à-dire des sociétés immobilières cotées notamment aux États-Unis, 15% la santé et les ETF 20%, sachant que mon objectif initial sur le moyen terme, c'est d'avoir 50% d'ETF et 50% d'actions. Voilà, on va démarrer. Donc on démarre par l'avertissement traditionnel. Donc je ne suis pas un conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Voilà, une fois passé l'avertissement, on va démarrer sur les indices, notamment les indices US. Alors vous savez que moi je suis principalement l'indice Standard & Poor's 500, qui est un petit peu mon fil conducteur. Donc si on regarde sur l'évolution sur un mois, on est à plus 8,53, ce qui est plutôt positif. Il a été dépassé par le Dow Jones, ce qui est un fait relativement rare, que l'indice du Dow Jones superforme les indices SP500 et Nasdaq Composite. Alors néanmoins, depuis le début de l'année, on est quand même encore en forte moins-value, notamment pour le Nasdaq, moins 27,40%, le Standard & Poor's 500, moins 16%, et le Dow Jones, moins 7,56%. Si on se projette sur une période beaucoup plus longue, c'est-à-dire minimum 3 ans, entre 3 ans et 10 ans, on peut voir que l'ensemble de ces indices sont dans le vert. Donc, ce qui veut dire que l'investissement sur le long terme, statistiquement, vous avez plus de chances on va dire, d'être positif que de perdre de l'argent. Si vous perdez de l'argent sur un horizon, on va dire 5 à 10 ans, vous pouvez vous poser des questions sur votre méthode d'investissement. Voilà. Donc on a vu donc les indices des différents marchés. Alors j'aime bien avoir la séquence, est-ce que les marchés sont-ils à leur prix? Donc pour cela, moi, mon fil conducteur, en fait, c'est une droite de régression, en l'occurrence ici logarithmique sur le Standard & Poor's 500. Donc vous avez la colonne de gauche, donc les 20 dernières années, et les valeurs des indices au 31 décembre. Vous avez dans la dernière colonne l'année 2022, avec la dernière valeur connue de l'indice 3992. J'applique sur ces valeurs donc un algorithme qui est la droite de régression, en l'occurrence ici logarithmique. C'est pour ça que vous voyez non pas une droite mais une courbe. Et vous pouvez voir en fait que la courbe rouge, donc qui est la valeur linéaire, donc correspond à une droite théorique. Et la valeur, on va dire, la courbe réelle en fait de l'évolution des indices est représentée sous la droite jaune. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a un coefficient de corrélation de 0,89, ça veut dire que la droite théorique est très proche des valeurs réelles, ou l'inverse plutôt. Les valeurs réelles sont très proches de la droite théorique. Ça veut dire que lorsqu'on s'écarte fortement de cette droite théorique, cette courbe théorique, on aura tendance à revenir en fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les excès, qu'ils soient à la hausse ou à la baisse, sont souvent suivis de corrections. C'est ce qu'on a pu voir dans les années 2007-2008, également très récemment dans les années 2020-2021. On est plutôt dans une phase de correction actuellement. Ce qu'on peut dire, c'est que la valeur linéaire théorique sur les 20 dernières années est à 3747, la valeur actuelle 3992, on est légèrement au-dessus, donc on peut dire que les marchés sont à peu près à leur prix, peut-être légèrement au-dessus de leur prix.
Alors si les marchés sont au-dessus de leur prix, ça ne veut pas dire que toutes les actions sont survalorisées, mais en tout cas ça donne une bonne idée du moment et de la période d'investissement. Typiquement, dans les années 2020-2021, c'était pas forcément la bonne période pour investir. Il valait sans doute mieux rentrer en 2018-2019, peut-être oui, début 2019, hormis la période peut-être du Covid. Et peut-être actuellement, on revient sur des zones intéressantes d'investissement. Voilà ce que ça veut dire en fait, cette notion de valeur théorique. Alors l'état du CTO est plus-value au 15 novembre 2022, donc on est à 19 891, donc pas très loin des 20 000 euros, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, avec une plus-value de 3 819,78. Donc on a 2000 euros de liquidité, soit à peu près 10%. Ce qu'il faut savoir aussi en termes de performance, c'est que la performance inclut mon apport mensuel de 350 euros. Donc je suis actuellement en plus-value de 23,76%. Sur une base annuelle, ça donne 12,4%. Sachant que mon objectif est une progression de mon portefeuille de 8% par an. Cette progression devrait être à terme séparée en deux parties, 4% via du rendement au travers des dividendes et 4% au travers d'une croissance, des sociétés de croissance, une croissance on va dire naturelle des valeurs du portefeuille. Alors, un portefeuille équilibré, ça j'insiste là-dessus, pour moi c'est important d'avoir un portefeuille équilibré. Donc, alors les technologies, j'ai pas pu rentrer sur la période du Covid puisque les valeurs technologiques étaient vraiment à leur sommet. Je dirais même elles étaient plutôt explosives. Là, j'ai profité de la correction récente, notamment des GAFAM, pour rentrer sur certaines valeurs. Donc les méga trends, c'est quoi? C'est sur le très long terme la santé et les rates. Pour moi, c'est deux valeurs entre guillemets sûres qui permet de se projeter sur le très long terme. Donc l'ensemble des deux valeurs, ça fait 36% de mon portefeuille. Les valeurs technologiques, 20%. Donc on a à peu près 50% de mon portefeuille sur ces trois secteurs, on va dire. Donc l'énergie, j'y suis rentré relativement tôt lors de la constitution de mon portefeuille. Ça représente à peu près 10%, donc c'est à peu près pas mal. Les matières premières, la finance, 2,4 et 4,7%, et la santé, 15%. Les ETF, 20%, sachant que la grosse partie des ETF, on le verra, c'est du SP500. Mais comme je l'ai dit, à terme, les ETF devraient grossir et représenter 50% de mon portefeuille. Alors si on regarde côté technologie, qu'est-ce qui représente ces 21%? Eh bien, on va voir du Google via Alphabet, du Facebook via la société Meta. On aura du Alibaba. Donc là, c'était un pari par rapport à Amazon. J'aurais peut-être sans doute mieux fait de prendre du Amazon. Bon, c'est pas grave. Et puis deux sociétés, j'estimais des pépites technologiques, Unity Software, qui est plutôt dans le développement de logiciels, notamment des logiciels 3D, donc qui peut être intéressante par rapport au jeu et également par rapport à ce qu'on appelle le digital twin ou le metaverse. Et enfin la société Enphase qui est plutôt positionnée sur les énergies renouvelables puisque Enphase fournit des solutions notamment autour de l'énergie solaire. J'ai déjà expliqué en détail dans d'autres vidéos ce que faisait cette société. Donc la partie technologie 21%, donc première partie en fait de mon portefeuille 21,5, vient tout de suite derrière les rates. Alors au niveau des rates, je vais avoir des rates assez classiques, donc comme Unibail, Rodemco et Gecina, donc sociétés françaises qu'on ne peut pas mettre dans un portefeuille PEA, avec ensuite des sociétés à peu près équivalentes aux États-Unis comme Simon Property Group et Realty Income, et ensuite des sociétés un peu plus spécialisées comme WP Carré ou Iron Mountain. Iron Mountain plutôt spécialisé dans les data centers, les infrastructures pour les data centers. Et American Tower, bon, qui est quand même classé dans une REITs, mais qui fournit en fait des infrastructures
notamment pour les opérateurs télécoms. Donc c'est 21%. Ensuite arrive donc l'ETF, 20,6%, avec principalement donc un ETF basé sur le Standard & Poor's 500. Donc ça, c'est un ETF que je vais continuer à faire grossir dans le temps. Ensuite, des ETF sur donc l'or et l'argent physique, physical gold et physical silver, oil and gas, donc secteur également de l'énergie et de l'énergie fossile. Et enfin, le domaine de la santé, 15,5%, avec 3 leaders mondiaux en fait de la santé qui sont ABBV, Bristol Myers Squibb et Merck & Co. Voilà, donc si on regarde un peu plus en détail maintenant, si on fait un zoom complet sur mon portefeuille, donc j'ai classé le portefeuille sur la plus-value, c'est la dernière colonne. Donc alors je vais pas passer trop de temps sur ce qui performe énormément. Vous voyez, c'est tout en haut en vert en fait, avec certaines actions qui sont à plus de 100%, donc tant mieux. Plus de 100% en moins de 2 ans, c'est une très belle performance. Je vais m'intéresser un peu plus sur le bas du panier. Alors, c'est pas mal d'actions sur lesquelles je suis rentré récemment, notamment les technologiques, Meta et Alphabet. Donc, j'ai renforcé au fur et à mesure, mais je suis encore très fortement négatif. Également Alibaba, hein, qui souffre énormément à la fois de la chute des valeurs technologiques, mais aussi des tensions entre la Chine et les États-Unis, sachant que les actions Alibaba cotées sur le marché américain, ce sont ce qu'on appelle les ADR. En fait, vous n'êtes pas tout à fait propriétaire d'une action, mais c'est voilà, c'est un droit, c'est un équivalent en fait sur une action. Donc, en cas de déréférencement d'Alibaba sur le marché américain, je ne sais absolument pas ce qui peut se passer en fait quel pourrait être l'impact sur mon portefeuille. Alors, ça représente à peu près 500 euros sur 20 000 euros, donc c'est 2,5% de mon portefeuille. Voilà, donc je ne pense pas renforcer davantage, je ne souhaite pas exposer à plus de 2,5% le risque sur mon portefeuille. Si on regarde côté ETF, donc la partie ETF Standard & Poor's 500, ça représente 2400 euros. Hein, donc là, 2400 euros, c'est un peu plus de 10% de mon portefeuille. Ça va continuer à croître. Également, sans doute, la partie or physique et argent physique vont continuer également à croître légèrement. Donc la grosse partie de croissance de mon portefeuille en termes d'ETF, ce sera sur du Standard & Poor's 500 et peut-être également du Nasdaq 100 si celui-ci connaît un repli encore un peu plus fort. À ce stade, je n'envisage pas d'avoir des ETF thématiques pour le moment. Alors, si on fait un petit focus sur les valeurs de croissance que j'ai rentrées récemment sur mon portefeuille, donc la première, c'est Google. C'est une action que je souhaitais depuis un petit moment avoir dans mon portefeuille, au même titre que des actions comme toutes les GAFAM, hein, donc Apple, Facebook, c'est-à-dire Meta, Amazon, Microsoft. Donc j'ai focalisé pour l'instant sur Google, profiter d'une baisse du cours de Google pour rentrer, puis ensuite me renforcer. Donc j'ai aujourd'hui un prix de revient unitaire à 103,18 $. Donc je vois bien que la tendance moyen terme est plutôt à la baisse, donc je garde un peu liquide et me renforcerai sur l'action Google si elle est amenée à repasser très largement en dessous des 100 $ et notamment dans une zone 75-80 $. Ensuite, l'action Meta Platform, donc qui a annoncé des résultats plutôt mitigés. Elle continue à croître sur la partie traditionnelle Facebook et à générer des revenus, même s'ils ont été un petit peu en dessous des attentes. Mais ça reste néanmoins une belle machine à cash. Ce qui a fait énormément baisser le cours, c'est une déception du marché, notamment
sur la partie métaverse. Donc c'est un pari assez risqué qu'a pris Meta. On ne sait pas sur combien de trimestres Meta va soutenir des investissements très lourds sur le métaverse. Donc on verra bien. En tout cas, moi je suis rentré sur Meta plus pour les activités traditionnelles que sur la partie métaverse. Voilà, bon, il ne faudrait pas non plus que sur le moyen terme, les difficultés sur cette partie d'activité viennent fortement gréver les résultats financiers de la société. Bon, je reste néanmoins confiant, j'ai un prix de revient à 149 dollars et éventuellement je renforcerai si Meta connaît à nouveau une baisse relativement forte, c'est-à-dire en dessous des plus bas qu'on a connus ces derniers temps, donc dans une zone, on va dire 60-80 dollars. Donc sur les quelques jours, Meta a connu une belle remontée. Alibaba Group, hein, donc ça a été un choix assez, c'est pas récent, donc c'est un choix d'un peu plus longtemps. J'ai un prix de revient qui est excessivement élevé, 141 dollars. On est actuellement autour des 70 dollars. Voilà, donc il y a beaucoup de chemin encore à parcourir, sachant que la tendance plutôt long terme est à la baisse, hein. Sur le court terme, on connaît un petit sursaut. Depuis les 60 dollars, on est repassé à plus de 70 dollars, donc un gain de 20% sur moins d'un mois, ce qui est plutôt encourageant. Voilà, donc je ne vais pas renforcer, mais je garderai Alibaba sur le très long terme. Voilà, si les tensions entre les États-Unis et la Chine s'apaisent, il n'y a pas de raison que le cours de l'action ne revienne pas sur des zones historiquement autour soit du PRU, voire beaucoup plus haut, hein, puisqu'on a connu des zones, je crois, plutôt autour des 300 dollars. Unity Software, donc qui a connu depuis le début de l'année donc une baisse très très forte, hein, puisque le cours a été divisé quasiment par 10, donc à peu près entre 80 et 90% de baisse. Donc j'ai vu une opportunité pour rentrer. Je me suis renforcé également, donc je suis rentré en plusieurs fois. Voilà, donc j'en ai pas tellement en fait hein, d'actions, mais peut-être que je vais me renforcer sur Unity Software, notamment si la publication des résultats dans les prochains trimestres s'améliore. Voilà, moi je pense qu'il y a du potentiel en fait sur cette société. Alors j'étais rentré en fait tout simplement sur cette société, tout simplement pour suivre Berkshire Hathaway, donc la société de Warren Buffett, qui avait initié en fait une ligne sur cette société. En phase énergie, donc là c'est la seule société technologique aujourd'hui sur laquelle je suis fortement en plus-value. J'ai 100% de plus-value. Donc j'ai un prix de revient à 150 dollars et l'action est aujourd'hui à 300 dollars. Donc on a une très belle performance. Méfiance cependant, car le PER de cette société tourne autour des 300, ce qui est complètement délirant. Voilà, je ne serais pas étonné en fait qu'il y ait un pushback de l'action, notamment vers sa moyenne mobile à 200 jours qui tourne autour des 220 dollars. C'est pas exclu que je me renforce s'il y a un accès de faiblesse autour des 200-220 dollars. Voilà pour le petit focus sur cette partie technologique de mon portefeuille. On va s'intéresser maintenant au tableau des dividendes. Donc au mois de novembre, j'ai touché 26,79 euros. Alors en fait, pas exactement parce que j'ai inclus le versement des dividendes de la société Aflac et je crois qu'elle est décalée plutôt au début décembre. Bon, c'est pas très grave. Ce qui est intéressant de voir en fait au travers de ce tableau, c'est qu'au cumul sur la fin de l'année, je vais toucher autour de 446 euros brut. Bon, si on veut calculer le net dans la poche, il faudra enlever à peu près 30%. Donc ça fait à peu près 300 euros.
Alors si on regarde la contribution de chaque mois au niveau graphique, ce qui est intéressant de voir quand même, c'est que contrairement au marché français, c'est que lorsqu'on investit sur le marché américain, on peut percevoir en termes de dividendes, des dividendes de manière régulière tous les mois. Si on est capable de bien panacher ses actions, on peut avoir voilà, un revenu régulier sur l'ensemble des mois. Alors que les actions françaises, soit elles distribuent de manière annuelle, généralement autour de la période avril, mai, juin, soit éventuellement trimestrielle pour certaines actions, hein, comme l'action Total ou ABC Arbitrage, mais vous n'avez pas d'action française qui distribue de manière mensuelle. Alors qu'aux États-Unis, par exemple Realty Income ou Pembina, ce sont des sociétés qui distribuent du dividende tous les mois. Donc dans une optique plutôt de revenus réguliers, ça peut être tout à fait intéressant d'investir dans ce type d'entreprise. On va terminer sur le suivi de la stratégie pour H2. Alors, si je rappelle, donc la stratégie, c'était rester liquide, c'était renforcé notamment sur les actions Meta, Alphabet et sur l'ETF SP500 en cas de fort repli. Alors, si on regarde ce que j'ai réalisé donc sur la période, effectivement, j'ai renforcé mes liquidités. On va voir comment elles ont augmenté ces liquidités. Donc, je suis à peu près à 10% de mon portefeuille en liquidité pour saisir les opportunités si elles se présentent. Donc, j'ai également renforcé ma liquidité en vendant des actions, donc ma ligne sur TC Énergie. Alors, TC Énergie, c'était une société qui délivrait régulièrement du dividende. Par contre, elle n'a pas tellement progressé dans le temps, donc ce qui n'est pas forcément quelque chose que je recherche. Je recherchais pas forcément en priorité du dividende, mais plutôt de la croissance. Donc c'est pour ça que j'ai revendu TC Énergie. J'ai réalisé une très faible plus-value puisque j'avais un prix de revient à 46,90 $. J'ai vendu à 47,15 $, 6 actions, donc ce qui m'a permis de récupérer à peu près 300 €. J'ai renforcé plusieurs fois Alphabet, une première fois à 93 $ et une deuxième fois à 85 $. J'ai également renforcé Meta Platform en achetant une action à 97 $. Alors, voilà, j'ai renforcé sur des petits volumes, comme vous pouvez voir. L'inconvénient en fait d'acheter des petits volumes, notamment sur la plateforme de Giro, c'est que chaque ordre passé me coûte 1 €. Voilà, donc en fait, le prix de revient quand j'ai acheté une action, par exemple à 85 $, c'est en fait 86 $. Alors c'est intéressant pour moi de le faire, notamment lorsque mon prix de revient est largement supérieur en fait au cours de l'action au moment où je fais mon achat. Voilà, parce que 1 $ sur 85, ça fait un peu plus d'1% de frais de transaction. Néanmoins, c'est valable, par exemple, si l'action était à 120 $, bon, ça me permet quand même de moyenner fortement à la baisse. Voilà, c'est terminé pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à poster des commentaires. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.